Dezbaterea se va desfășura în limba română, în limba franceză, dar înțelegerea cu intervenienții noștri este că, din când în când, dacă o doresc, pot să vorbească și românește. Așa că vă rog pentru cei care au nevoie să luați căști. Je vous remercie infiniment pour votre présence à cette nuit des idées. Fête des savoirs qui se déroule en ce moment même sur 5 continents et 70 pays dans lesquels il existe un institut français. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour votre présence. La culture, le débat d'idées vous tiennent à cœur. Ce sont des mots que vous prononcez régulièrement dans vos discours et nous vous en remercions. Nous vous remercions d'autant plus que vous serez obligé de partir au bout d'une heure, donc nous le savons. Je dois vous prévenir également que nous avons perdu Mircea Dumitrescu en cours de route. Il a été enlevé par les Français. Ils l'ont retenu jusqu'à il y a une heure. Il a atterri avec du retard, donc il ne pourra pas être avec nous. Mai 68, une année et un mois clés autour desquels nous allons vous proposer plusieurs programmes au cours de l'année, des pièces de théâtre, des débats d'idées, des cycles de films. 1968, une année très chaude en Europe et dans le monde, très chaude dès le printemps, et le taux de CO2 dans l'atmosphère n'y était pas pour grand-chose. Commentant la situation de Paris, le général de Gaulle dira « La situation était inanalysable », ce qui était sans doute la meilleure des analyses possibles. Il est vrai qu'entre les pères et les fils, la guerre au Vietnam, le printemps de Prague, entre les anarchistes et les maoïstes à Paris, entre les étudiants dans les rues et les ouvriers en grève en France, pas facile de s'y retrouver. Et même à Bucarest, avec Nicolae Ceausescu, seul des dirigeants des pays frères à s'opposer en vain à l'invasion de la Tchécoslovaquie. Ceausescu, qui refuse d'y participer, galvanise les Roumains et les réunit autour de lui, sous les vivets des Occidentaux. Inanalysable, et quand plus personne ne comprend plus rien, surgissent tous les malentendus. Donc, sujet de ce soir, les malentendus, le malentendu. Avec 50 ans de recul, on doit pouvoir commencer à y voir un petit peu plus clair. Je passe le micro donc à Andrei Tzarina, modérateur pas modéré ce soir de cette table ronde, sans oublier de signifier notre gratitude et remercier les intervenants pour avoir accepté que ce débat se déroule en français, sachant que vous êtes libre, bien évidemment, de choisir le roumain si une idée est trop compliquée à émettre en français. Merci infiniment. On commence en effet, qu'est-ce que j'espère que serait toute une série de débats, de discussions et de questionnements sur les thèmes de l'année 1968. En fait, dans un sens, la 50e anniversaire d'une époque qui était sous le signe de « soyez réaliste, demandez l'impossible », et c'est qu'est-ce qu'on va essayer ce soir, ensemble avec nos invités, de débattre un nombre immense de thèmes qui faisaient l'objet des attentes, des rêves, des idéologies et des débats il y a 50 ans, à Paris comme à Bucarest, peut-être un peu plus à Paris qu'à Bucarest, mais dans des contextes très spécifiques qu'on va essayer de partager dans un mélange de mémoire personnelle des questionnements sur la signification aujourd'hui de tous ces événements et de leurs conséquences, mais aussi de regarder en quel contexte les thèmes de mai 68, mais de l'année 68, sont toujours présentes dans nos vies politiques, mais aussi dans les relations entre
des générations, d'entre hommes et femmes, d'entre les sociétés d'Europe, dans la vie quotidienne, au travail ou dans le monde des idées. On est gâté, même sans notre ami Mircea Dumitru, que pour un instant je pensais qu'elle était retenue par ses étudiants dans une réplique de 2018 à 68, mais on a quand même un nombre des intervenantes qui sont vraiment en mesure de présenter qu'est-ce que j'espère serait un débat et pas juste des discours indépendants. Et avec ça, je me permets de présenter Lydia Bodia, qui est directrice générale des éditions Humanitas, directeur en philologie, poétique et stylistique. Et je commence avec vous sur une question de mémoire. Mai 68 et l'année 68 reste quand même l'année qui a marqué l'Europe après la fin de Deuxième Guerre mondiale, une longue période de paix dans le sens sans guerre en Europe jusqu'aux guerres qui ont suivi la dissolution de l'ancienne Yougoslavie, mais qui reste quand même une période de paix. Il y a quand même des guerres intérieures dans l'individu et dans les sociétés où des débats sur des thèmes fondamentaux se retrouvent en quelque chose qui ressemble à un clivage absolu. Et on parle souvent de ce clivage entre Camus et Sartre, tous les deux partageant l'idée et l'idéal de la liberté, mais qui sont en conflit pérenne jusqu'à aujourd'hui sur le thème de à quel point on doit s'arrêter de demander en justice absolue, si ça c'est possible, entre un régime communiste dans la Roumanie des années 68, où la commission c'était d'une société idéale où la justice absolue est possible, et la société libérale dans le monde de général de Gaulle, président de France, et de l'Occident en général. On avait ce débat des sociétés où on se posait vraiment la question de cet équilibre entre liberté et justice. En quelle façon est-ce que ce débat est ressenti dans la société roumaine après 68? En quelle façon, même dans les conditions très strictes et très limitées du régime totalitaire, une discussion sur ce thème était encore possible? Je trouve ma position un peu ingrate parce que je n'ai pas de mémoire. Oui, évidemment. Sinon, est-ce que je peux organiser sur... Ah oui, je pense que c'est plus facile. Ouais. C'est un peu agressif, comme ça. Si vous me demandez si je dois choisir entre Sartre et Raymond Aron, je vais choisir Raymond Aron, bien sûr. Puis, une chose que je dois dire dès le début, et j'imagine que tous vos invités seront d'accord, on ne peut pas comparer jusqu'au bout mai 68 en France et 68 en Roumanie. Évidemment, il n'y a pas de points communs. Donc, à vrai dire, je ne trouve pas une réponse à votre question. Évidemment, il y a une vague, peut-être, les informations, ça circulait assez difficile à l'époque, mais on peut supposer que tout le monde savait qu'il y a quelque chose qui se passe en France, mais c'était, j'imagine, encore une fois, je ne suis pas le témoin de l'époque, mais j'imagine que pour quelqu'un qui vivait le communisme,
qui avait le souvenir des années 50, des années très dures, meurtrières, à vrai dire. Ce que se passait à Paris pouvait passer pour quelque chose de semblable avec la Roumanie. D'ailleurs, j'imagine que c'est, non, j'en suis sûre, c'est Kundera qui a tranché très bien cette comparaison. Il l'a tranché une fois pour toutes, dans ses romans et dans ses discours. Il y a une partie du cinéma qui sort de l'ancienne Tchécoslovaquie, qui reprend ces idées, qui reprend cette atmosphère, et le fait d'une façon qui parlait pas nécessairement dans des mots, mais souvent dans des relations, dans des positionnements des individus, de la famille, des couples envers le pouvoir ou l'État, qui jouait ce rôle d'arbitre en créant cet espace de liberté, évidemment très conditionné en Europe de l'Est, et d'une justice qui était jamais parfaite, surtout sur la dictature. Mais je me penche vers André Kodler avec une question aussi vis-à-vis de la mémoire. Comme vous êtes né en 52, vous étiez assez jeune dans la période, mais quand même, c'est une période où vous devenez consciente des réalités politiques, économiques, etc., d'une société qui était la vôtre. Dans une famille des intellectuels, et je n'ai pas de doute que ça faisait l'objet des discussions chez vous. C'est quoi la mémoire la plus poignante, la plus spécifique de 68 pour vous? On influencé. Alors, premièrement, c'était les discussions qui avaient eu lieu à propos du printemps de Prague. On pouvait suivre les débats de là-bas, même parmi même dans certains journaux littéraires, surtout les journaux littéraires de Bucarest, de Roumanie, mais même la Roumanie libérale publiait certains articles assez informels sur la situation de là-bas. Ensuite, il y avait l'Europe libre, la radio bien connue. Mais, donc, on connaissait ce qui se passait, on suivait de près, et on espérait que ça va durer. Mais il y avait des doutes déjà, il y avait des doutes. On voyait les nuages s'approchant. Ensuite, bon, il y a eu le fameux discours de Ceausescu. Je n'étais pas, je fais une confidence, je n'étais pas en Roumanie là, à ce moment-là. J'étais en Suisse. J'étais dans une excursion avec ma grand-mère chez des amis, et je me trouvais à Lausanne, dans la gare de Lausanne. Lorsque j'ai vu les journaux titrant quelque chose comme ça, l'Union soviétique a envahi la Tchécoslovaquie, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement les mots, mais c'était là. Bon, on savait et on craignait une invasion similaire en Roumanie. Les mois qui ont suivi tout ça, qui ont suivi, on savait qu'il y a eu des concentrations militaires, qu'il y a eu des manœuvres. Je ne sais pas, absolument pas, si une invasion était envisagée par les Russes, par les Soviétiques, ou si c'était seulement une spéculation de la part humaine pour attirer l'attention. Mais ce qui est sûr, et tout le monde doit le reconnaître, ça a été l'heure majeure, l'heure astrale de Nicolae Ceausescu. C'est alors qu'il a eu son premier grand succès et son dernier grand succès. Le succès qu'il a voulu répéter en décembre 89. Il s'est adressé au peuple roumain, à la nation,
balcon, sur ce balcon célèbre, et il a dit ce que tout le monde voulait et espérait. Mais on a vu ça, il y a eu malentendu et il y a eu mensonge. Malentendu de la part de la société, qui espérait voir une libéralisation, qui espérait voir un adoucissement du régime, en tout cas ne voulait pas voir le régime faire volte-face, ce qu'il a fait. Et il y a eu mensonge de la part du régime, parce que finalement, c'était ça, disons, le prix de l'indépendance. Le prix de l'indépendance, c'était l'assujettement intérieur. Renoncer à toute liberté, à tout débat, à toute discussion sérieuse, et faire volte-face, faire une stalinisation. C'est alors que le culte de la personnalité de Ceausescu a démarré, ou peut-être s'est envolé. C'est alors que sa prise du pouvoir est devenue totale. Et c'est alors que tous les gaffes, les stupidités, les mensonges du régime Ceausescu se sont affirmés pour la première fois. Merci. Mircea Vasilescu, je m'adresse premièrement aux journalistes ou éditeurs en chef plutôt que philologues ou critiques littéraires, mais aussi aux jeunes que vous étiez dans l'année 68. Et je reviens sur une question de mémoire, donnant que 68 avait toute une série des événements. Il y avait premièrement cette fameuse visite du président de Gaulle en Roumanie de Ceausescu, qui était une de ces étapes que peut-être le régime a eu besoin pour légitimer tous les pas qui suivent. Après le discours évoqué tout à l'heure de Ceausescu en août, à l'occasion de l'invasion de Tchécoslovaquie par, pas juste l'Union soviétique, mais le pacte de Varsovie, pas tous les autres pays communistes de bloc de l'Est, sauf la Roumanie et la Yougoslavie, qui n'étaient pas membres du pacte de Varsovie, ça veut dire sauf la Roumanie. Et dans ce contexte, on arrive à qu'est-ce qu'a suivi au niveau relations internationales, ouverture apparente intérieure, y compris dans l'espace des idées, avec la visite après d'un président américain, et en même temps avec cette fermeture de tuyau des idées, de liberté de conscience, de liberté de publication, retourne à quelque chose qui était plutôt au Corée du Nord que mai 68. Oui, ce qu'on appelle les thèses de juillet. Les élèves d'Union, oui. Oui. 71. Je vais vous raconter 3 souvenirs de l'époque qui coïncident à propos de ma qualité de journaliste et de passionné des médias. J'ai eu toujours cette passion de suivre les médias, de tout ça. Bon, ces souvenirs coïncident avec mon début en tant que téléspectateur. Bon, mon premier souvenir en absolu, c'est la mort de Gheorghe Udej. J'avais 5 ans. J'ai vu à la télévision toute la cérémonie. Mais en 68, j'avais 8 ans. Et je me rappelle que, bon, De Gaulle était en Roumanie, les adultes parlaient autour de moi de cette visite, et je dois préciser que mon père était photographe et le milieu social était un de meseriași, meșteșugari, donc artisans. On ne parle pas des élites intellectuelles qui avaient une autre perspective sur cette visite. Mais les gens parlaient comme d'un événement très important parce que De Gaulle n'était pas seulement le chef d'un État de l'Occident, mais c'était une légende. Mon père avait lutté dans la Deuxième Guerre mondiale, donc
il connaissait directement ce qui s'est passé en 1944-1945. Bon. Donc, De Gaulle à Bucarest, il a dû interrompre sa visite et j'ai vu au téléjournal, à la télévision, le départ. Et je me souviens très bien l'atmosphère, c'était le soir, et c'était une atmosphère un peu mystérieuse comme ça, compliquée, une tension. Bon. En août 68, j'ai vu à la télé le discours de Ceausescu. Et c'est pour la première fois que j'ai essayé de comprendre quelque chose. Ma conscience politique s'est réveillée. C'était la première fois que j'ai essayé de comprendre quelque chose et j'ai vu le chef de l'État romain. J'ai appris, voilà, c'est notre conducteur. Bon, je me souviens clairement, et l'éditeur et le philologue Lydia Baudard m'a confirmé, je me souviens qu'à un certain moment, il a dit ceux qui pensent que nous abandonnerons la voie du socialisme et que nous subirons, enfin, je ne reproduis exactement la citation, et que nous supporterons l'intervention d'autres États dans nos problèmes internes, ils ont besoin d'une camisole de force, ils sont fous. Et maintenant, je peux dire que c'était l'acte de naissance du national-communisme. Oui, socialisme, mais non sans l'Union soviétique. Les gens autour de moi étaient très contents de ce discours. C'était un grand enthousiasme. 20 ans plus tard, j'ai parlé avec des intellectuels, des écrivains qui m'ont raconté que vraiment, quelques-uns sont allés s'inscrire dans le Parti communiste, que Ceausescu était dans une très bonne relation dans cette période avec les intellectuels. Il avait un petit groupe d'intellectuels qu'il consultait sur des questions d'économie, de sociale, etc. Bon, et comme ça, dans ma tête d'enfant, a commencé à apparaître cette idée, bon, c'est notre chef d'État, c'est un homme bon. Tout le monde disait qu'il est bon. 72, mai 72, toujours mai, la visite de Fidel Castro à Bucarest, une grande visite, et je suis de Ploiești. Mon école était près de la chaussée qui allait vers Sinaia, Castelul Peles, où Ceausescu allait avec les grands chefs d'État, enfin les personnes, les VIP de l'époque. Bon, Fidel Castro est venu à Ploiești pour visiter des usines, etc. Ma professeure de romain a dit, chers enfants, j'étais à l'école, chers enfants, le camarade Ceausescu visite notre ville, je vous propose d'aller ici, c'était la rue principale, pour le saluer. Nous sommes allés, mais tout le monde qui habitait là-bas, dans le quartier Ploiești Nord, est venu spontanément pour saluer les deux grands chefs communistes. Voilà. Donc, dans ma tête, l'idée que nous avons un bon chef d'État était confirmée. Bon, je vais finir avec cette hypothèse. Je pense que là, c'est le moment où, dans l'imaginaire romain, a commencé cette narration du Ceausescu qui est bon, qui est un leader, un chef d'État indépendant, qui est une espèce de dissident par rapport à l'Union soviétique, qui aime sa patrie, l'esprit national, etc., etc., etc. Et bien sûr, après ça, nous avons appris que c'était cette narration était l'invention de la sécurité, d'une espèce de manipulation,
Et l'Occident a aidé, a contribué à cette narration, parce que nous le savons, Ceausescu a été invité par la reine d'Angleterre, par les présidents de la France, des États-Unis, etc., etc. Mais cette légende, cette narration du Ceausescu qui était bon et qui aimait sa patrie, etc., et le peuple, a une résistance fantastique. Des idées. Est-ce que c'était juste un malentendu de la part du grand public, ou peut-être un piège des acolytes du régime, ou est-ce que c'était quelque chose de plus profond dans les faits, qui a des racines même dans les années 20 et 30, où l'idée de conducator, de Euronational et un certain, si on parle d'une phrase française, un certain idée de la Roumanie qui était liée à un certain projet idéologique. Est-ce que c'est revenu dans cette façon via le régime Ceausescu, plutôt que le régime communiste, mais implicitement allié? Et je me pose vers vous, Johan Stanomir, avec peut-être deux questions. Un, adressé au professeur. Est-ce que un mai 68, plutôt que l'année 68, est envisageable dans un contexte académique roumain, un débat si vif, une effervescence d'idées, des positionnements, n'importe s'ils sont rationnels ou pas, s'ils sont émotionnels ou passionnels, mais tellement fortes. Et si oui, en quelle mesure? Sinon, pourquoi pas? Et la deuxième question, c'est sur ce thème, j'aimerais que vous commenciez avec ça, ce thème de souverainisme évoqué par le régime Ceausescu, de l'indépendance dans la voie du communisme roumain, du socialisme roumain, de souverainisme, qui est une idée qui revient sur la scène politique européenne, pas juste en Roumanie, surtout en Europe centrale, et qui de nouveau, mais aussi dans des pays occidentaux, où ça revient comme une contre-valeur à un projet européen qui se présente comme une alternative aussi aux idées nationales, ou au modèle ethnocentriste, mais aussi à l'idée républicain dans un sens gaulliste. Merci. Je vais vous répondre pas en tant que professeur, mais en tant que citoyen. Donc pour moi, le plus important, c'est de voir ce qui se passe dans la société roumaine tant que nous parlons. Et nous avons une sorte de résistance civique qui est née. Et cette résistance est le signe très clair d'une conscience qui est vraiment avec nous. Et cette conscience est bâtie autour de valeurs qui sont des valeurs très simples, elles sont des valeurs européennes, comme la dignité humaine, le bon gouvernement et l'état de droit. Donc mon réponse n'est pas dans l'école, mon réponse est dans les rues, où je vois... En 68, mais je ne suis pas d'accord avec cette comparaison, car en 1968, ce qui domine, ce sont les idéologies de l'utopie. C'est cette nouvelle gauche qui choisit pas Lénine mais Mao, tandis qu'en Roumanie, nous ne voyons pas des affiches avec Mao. Nous agitons les étendards de l'Union européenne. C'est une grande différence. Donc notre idéologie, c'est plutôt une idéologie libérale européenne et une idéologie essentiellement modérée en tant que politique. Et en ce qui concerne la souveraineté, le professeur Mircea Vasilescu a fait un point essentiel sur la naissance du mythe Nicolae Ceausescu. Mais Nicolae Ceausescu, c'est d'abord un communiste. Et pas seulement un communiste, mais un staliniste, qui a gardé dans toute sa carrière cette croyance dans la puissance du parti à décider la sorte de la société. Donc pour Nicolae Ceausescu, la défense de la souveraineté en 1968 signifiait la défense de son pouvoir personnel. Et son pouvoir de décider, et seulement lui, la sorte de la Roumanie. Donc s'il y a un malentendu, c'est un malentendu qui vient de cette perception différente. Pour les Roumains, il s'agissait d'un printemps. Pour Nicolae Ceausescu, il s'agissait d'une défense de sa propre autorité.
Et en ce qui concerne Nicolae Ceausescu, j'appartiens à une génération qui est plutôt familière avec la phase dernière du communisme. Et je n'étais pas le témoin de cette émotion collective générée par le discours de Nicolae Ceausescu. Le Nicolae Ceausescu, c'est dans mon mémoire, c'est un Nicolae Ceausescu plutôt décrépit, qui parlait avec un roumain tout à fait incompréhensible, sinon dans le langage officiel. C'était la langue de bois pure et simple. Donc, dans les années 80, le mythe de Nicolae Ceausescu s'écroulait, et s'écroulait à cause des relations internationales. Nicolae Ceausescu n'était plus nécessaire. Il était justement une fantoche abandonnée par ses propres alliés. Donc c'est ça la différence entre les témoignages de mes collègues et mon propre témoignage. Et je crois que cette radicalisation des années 80 est due à notre prise de conscience que la seule façon de bâtir une nouvelle société, c'est pas de refonder le socialisme, c'est de choisir la démocratie. Donc cette option idéologique qui a triomphé avec la révolution roumaine, c'est une option accélérée par la décomposition du communisme. Et en ce qui concerne la souveraineté, beaucoup des hommes politiques roumains européens parlent aujourd'hui de la souveraineté. Même le président de la Chambre des députés, Liviu Dragnea, n'a pas de la souveraineté. Mais quand il prononce le mot souveraineté, le concept est transparent. Il s'agit d'une conception patrimonialiste de la souveraineté. Ce qui est à moi, ce n'est pas à vous. Donc ici, chez nous, on décide. Nous les Roumains. Nous les Roumains dans un sens qui est très proche du sens utilisé par Nicolae Ceausescu. Nous les Roumains, pas les étrangers. Cette opposition entre Roumains et étrangers est manipulée d'une façon démagogique par des politiciens qui sont pourris et qui ont tout l'intérêt de défendre cette fausse souveraineté afin de défendre leur propre autorité. Donc ce double langage de la souveraineté peut tromper seulement ceux qui ont une mémoire courte du point de vue historique. Pour ceux qui ont l'expérience avec les idées et les relations internationales, cet éloge de la souveraineté est une forme de tromper de nouveau une nation et de lui proposer un contrat social comme le suivant. Nous sommes ici les maîtres, nous sommes les maîtres des ressources, de l'argent, de l'État, et vous êtes les sujets, pas les citoyens. Si vous avez l'idée de devenir des citoyens, on aura les mesures nécessaires pour limiter votre élan contestataire. Il y a aussi un autre élément, l'élément qui est présent en Pologne. Oui. Mais en tant que Roumain et citoyen, je voulais souligner seulement qu'il y a une tâche fondamentale pour nous. Nous sommes dans le centenaire de la Grande Roumanie. Et je crois que pour nous, au centenaire, la tâche essentielle est de redécouvrir le concept de la citoyenneté. Partout en Europe, surtout dans les pays illibéraux, comme on dit, il y a une forte volonté de souligner la puissance de la souveraineté, tout en oubliant que la souveraineté devrait être accompagnée par l'idée de gouvernement avec le consentement du peuple, pas contre le peuple. Ça va de soi, mais ça vaut la peine aussi de souligner que le concept de démocratie libérale a été lancé par un homme politique d'un pays voisin en Roumanie, et pas par accident, dans un contexte où l'idée ethno-nationale fait partie du discours qu'on entend dans des pays de la région, mais où on a aussi une définition de citoyenneté qui est liée à ça. Ça veut dire... C'est pour ça que Liviu Dragnea et Victor Orban s'entendent très bien. Bah, ça c'est à voir, parce que il y a quelque chose qu'on a dit. Je suis enchanté de faire une conversation avec Liviu Dragnea, c'est un homme avec lequel on peut travailler. Ce n'est pas Victor Orban. On fait confiance. Si vous permettez, je voudrais reprendre le point que le professeur Stamoni a suggéré. C'est plus simple avec une couille. Ça s'entend mieux. Il y a eu alors, 68, un sort de troc
contre le gouvernement de Ceausescu, bon, le parti qu'il conduisait en main de fer, et l'opinion publique, parce que même dans un régime communiste, il y a une certaine opinion publique. Le troc, c'était souveraineté ou liberté nationale vis-à-vis, surtout à cette époque, des pays du pacte de Varsovie, l'Union soviétique notamment, et aussi sur le plan politique, l'indépendance du Parti communiste roumain dans le mouvement international vis-à-vis de son souverain, suzerain, le Parti communiste soviétique, donc indépendance nationale, contre les libertés intérieures, les libertés positives, disons, d'une société, je n'ose dire libre, mais quand même une société un peu plus relâchée qu'auparavant, une société un peu libéralisée, qui puisse marcher, puisse aller plus loin sur la voie de libéralisation. Il est intéressant, je crois, que bien des leaders, bien des chefs ont dû, à l'époque, les chefs communistes ont dû faire un tel choix. Par exemple, János Kádár a fait un choix inverse. Pas immédiatement après l'écrasement de la révolution hongroise, mais déjà aux années 60. Au niveau économique. Au niveau économique, mais aussi au niveau des droits, des libertés. Petit à petit, oui, il a relâché la pression, oui, avec cette devise fameuse qui n'est pas contre nous et avec nous, ce qui est l'inverse de la devise stalinienne, qui a été appliquée partout. Donc il a accepté que l'Union soviétique dicte dans toutes les affaires internationales, que la Hongrie n'a pas le droit d'avoir une voix à elle dans cette affaire. Donc la politique internationale soit liée au Moscou, à l'heure de Moscou. Tandis que Ceausescu a fait le choix inverse, ce qui est intéressant. Évidemment, on peut l'expliquer de diverses façons, mais ce n'est pas à moi maintenant de chercher une explication. Mais il a fait ce choix d'inverse, donc qu'on soit libre comme nation, qu'on soit une nation souveraine, d'accord, que personne ne se mêle aux affaires intérieures du pays, ce qui est vraiment ce qui est le leitmotiv jusqu'aujourd'hui. C'est aussi un principe du droit international. Oui. Ce qui veut dire, au fond, que personne ne s'y mêle de mes dispositions et de ma volonté. Mais en échange, on fait volte face, comme je dis, vis-à-vis des libertés, vis-à-vis de certains petits, cette petite libéralisation, on l'appelle chez nous, des années 60. Je sais que vous avez une intervention, mais je me permets de continuer tout un petit peu cette discussion parce que je pense que dans le climat des idées, c'est important. Il y a une énorme différence entre le contexte actuel et le contexte de 68 en Europe. On a une Union européenne qui est une Union européenne basée sur des principes et des droits fondamentaux qui lient des individus, mais aussi des États. Des principes qui sont acceptés en commun. Dans ce contexte, l'idée de souveraineté et de partage des valeurs a sa propre dimension. Mais en même temps,
les citoyens, en Roumanie comme en Allemagne, réagissent à un discours via les médias sociaux, qui le disent, c'est un piège, c'est quelque chose qui est imposé de dehors par Bruxelles, par des hommes politiques, par des idéologies, et en effet, on doit se retourner. Et ça, ce n'est pas un phénomène roumain ou hongrois, c'est un phénomène qu'on entend à Paris, qu'on entend en Angleterre, on l'a vu en Grande-Bretagne avec le Brexit, on l'entend aux États-Unis. Il y a une dimension de cette souverainisme qui se manifeste dans le contexte politique interne. On l'appelle maintenant nativisme ou quelque chose comme ça. Oui, c'est une reprise du nationalisme tout court dans des conditions post-moderne, post-industrielle, post-guerre froide. Mais c'est pratiquement la même chose, je crois. La même chose, plus la nouvelle technologie. Voilà. Les médias sociaux, oui. On communique très rapidement les idées, mais aussi les fausses idées. Les idées fausses surtout. Fake news. Bon, c'est la grande différence selon moi par rapport aux années 60 en ce qui concerne... les slogans sur les murs de l'université de Paris circulaient voilà. moins que les slogans, les mèmes ou les petites clichés sur les slogans qu'on voit chaque jour sur Facebook. Oui. Je ne sais pas où. Lydia Boll. Je voudrais revenir en 68. Je vous propose un exercice peut-être annuel, mais peut-être utile. Rappeler un peu la chronologie, quelques données essentielles à mon avis et significatives en tout cas. Donc, autour de Ceausescu, dont je n'ai pas l'intention de faire l'histoire du monde ici. Bon, en 1965, après la mort de Gheorghe Udej, 3 jours après la mort de Gheorghe Udej, Ceausescu devient le secrétaire général du parti. L'une de ses premières décisions a été de changer le nom du parti. C'était le Parti ouvrier roumain. Et il est venu et il a dit non, c'est le Parti communiste roumain. Deuxième changement de nom, je suis philologue, donc les noms, ça me dit beaucoup. Et j'arrive à faire peut-être une interprétation exagérée, mais je le fais. La République populaire devient République socialiste. C'est important. En 1967, il devient le président du Conseil d'État et en 1974, président de la République. Une autre décision qui appartient à Ceausescu en 1966, et voilà, je touche un thème que vous avez mentionné. Il donne le fameux décret 770 interdisant l'avortement, et puis les lois de divorce font presque impossible le divorcement en Roumanie. La même année, il faut qu'on mentionne la rupture des relations diplomatiques entre Moscou et Pékin. Ça l'aide beaucoup en vue du courage de dire non, je ne suis pas avec Moscou en Tchécoslovaquie, parce que peut-être quelqu'un va m'aider parce que je suis plus proche de lui. Oui, en avril 1968, il déclenche une enquête concernant les abus de la sécurité pour se détacher, pour dire ce qui a été les crimes qui se sont passés auparavant. Ce ne sont pas les crimes du communisme, ce sont les crimes du Parti ouvrier. Ce ne sont pas les crimes du Parti communiste. Bon, la visite de Charles de Gaulle, il demande à Charles de Gaulle, est-ce que vous pouvez nous aider à faire des avions? Charles de Gaulle il est tout à fait surpris. Il a commencé à faire ce programme de visite, de rendez-vous, parce qu'il avait un plan très bien. Il a pensé que la Roumanie peut devenir une plaque tournante
de ce point de vue. C'est ce qu'on sait du Pacepa. Le livre du Pacepa en parle beaucoup. Bon, et la deuxième chose, parce que ça, à mon avis, peut compléter un peu tout ce qu'on a dit autour de Ceausescu vu par les Occidentaux et par les Roumains comme étant bon, ou en tout cas un bon communiste. Je propose une citation de Thierry Valton, Une histoire mondiale du communisme. C'est un livre qui vient juste de paraître chez Grasset, 3000 pages. Quant à nous, Humanitas, on espère bien réussir à les traduire tous les 3000 pages. Mais pour l'instant, j'imagine que c'est une lecture en avant-première ici devant vous. La thèse de Valton, et je lui fais confiance, est que Ceausescu avait un programme de séduction, un programme conscient de séduction. Et voilà, je cite. Nicolae Ceausescu devint le responsable des services d'espionnage de son pays. Attirons au contraire sa compassion, sa confiance, et il ne tardera pas à lever ses boycotts pour nous apporter son soutien. Ce programme de séduction reçoit pour nom de code Horizon. Donc il y avait un programme et un nom de code. Vu de l'Ouest, la Roumanie est perçue à l'époque comme indépendante du bloc soviétique. Bucarest n'a pas approuvé l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Ce pays joue en fait les éclaireurs pour le compte des pays frères. Présentons la Roumanie comme une île latine perdue au milieu de l'océan slave. C'est ce qu'on a appris à l'école tous. C'est un cliché formidable, à donner pour instruction Ceausescu. C'est à lui, cette forme. Quelques années plus tard, en 1978, le conducteur roumain fait « Nous sommes toujours le même pays communiste. La propriété privée est toujours interdite chez nous, mais désormais, l'Ouest nous adore. » Magnifique. Depuis que j'ai lancé l'opération Horizon, précise-t-il, 2 présidents américains se sont rendus à Bucarest. Aucun n'y était jamais venu auparavant. En 6 ans, j'ai obtenu 12 milliards de dollars de crédit, 2 milliards par an. Il y a 12 ans, la seule technologie que nos agents pouvaient espérer extorquer aux États-Unis concernait l'hybridation des céréales. Aujourd'hui, nous sommes le pays qui fournit le plus de renseignements sur la technologie de pointe américaine aux membres du pacte de Varsovie. Oui, une approche stratégique. Oui, c'est ce que Pacepa a aussi dit, qu'au fond, Ceausescu n'était pas si indépendant comme il voulait paraître, mais voilà, qu'il partageait les renseignements, les informations qu'il obtenait aux pays frères, aux services frères. Et c'est que ça explique pourquoi il a été toléré par les soviétiques, qui certainement ne l'aimaient pas, mais il le supportait, il le laissait faire. Ceausescu était un communiste, il était un légaliste, il a eu une histoire d'appartenance au régime, au parti communiste avant. Oui, et on savait qu'il était dur, oui, qu'il ne voulait pas relâcher les freins du régime, mais en même temps, il faut le dire, il avait des bonnes relations avec les Chinois. Ce qui ne plaisait pas, je suis sûr, ça ne plaisait pas aux Soviétiques. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Avec Tito avant, auparavant. Oui. Évidemment. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? L'année passée, on a eu l'ouverture de certaines informations officielles américaines qui étaient auparavant secrètes. C'est qu'au minimum, le département d'État et les présidents américains étaient bien conscients de cette situation. Il n'y avait pas une illusion sur la nature du régime communiste en Roumanie. En même temps, ça c'était une situation assez convenable. C'était une position où la Roumanie pouvait jouer un certain rôle pour ses partenaires occidentaux,
qu'il avait utilisé dans ce sens pour créer au niveau des opinions publiques et aussi au niveau des décisions du bloc oriental des décisions qui intéressaient l'Occident et l'OTAN. Mais je me permets de changer un peu le cadre et de revenir sur un point. On a discuté, vous avez évoqué le fameux décret de Ceausescu, qui était un point dans un sens symbolique, structurant de la société avant et après. En même façon que peut-être 68 l'a fait en France. En Roumanie, c'est un des moments où on revient sur une société patriarcale et conservative, même sans le dire. Où la structure de la société redevient presque féodale, presque médiévale, dans le partage des tâches, en même temps qu'on a ce modèle de la femme de Ceausescu qui est, non, participe aux décisions, mais qui devient dans un sens sorcière. On blâme toujours elle et pas lui. On blâme souvent elle et pas le parti ou les services secrets, la police secrète. Et on arrive à créer une mythologie autour d'une femme qui fait que peut-être dans les pays de bloc communiste en Europe, la Roumanie était un cas très spécial au niveau relations hommes et femmes, qui n'était pas le cas dans un pays comme l'Allemagne démocrate. Bah, il y a aussi Albanie, hein, ouais. Il y a des pays où on avait des modèles ailleurs aussi. Mais ça a une vie longue, une vie qui persiste aujourd'hui. On voit dans l'espace public des débats sur des sujets liés aux familles, au rôle de la femme, la relation entre l'Église et l'État dans le contexte post-89. La famille traditionnelle. La famille traditionnelle, évidemment. Où si on le pose dans un débat d'idées, c'est des questionnements fondamentaux. Et de nouveau, ce n'est pas juste en Roumanie qu'on entend ça. C'est un questionnement qui était l'objet de 68 en Europe, où un parti de réaction des jeunes publics, des étudiants, était pas juste un positionnement idéologique vis-à-vis léninisme, maoïsme, etc., parce qu'il y avait un grand parti qui n'avait aucune idée, c'était plutôt en réaction à la génération de leurs parents. La génération d'avant, une question de progrès social qui rejetait un certain modèle, y compris le gaullisme, y compris les valeurs de la France d'avant, et qui adoptait, pas juste en France, mais dans l'Europe en général, en États-Unis, avec le mouvement hippie, etc., un rejet absolu des valeurs de la génération avant. Ça, c'était un peu le cas en Roumanie 68, mais très peu. Et on arrive avec le décret de fermer en toute mesure, en tout sens du terme, cette ouverture d'esprit, cette ouverture de société au niveau du couple, au niveau de relations hommes-femmes et en général dans les phénomènes structurants de la société. Ma question pour vous, c'est en quel point ça s'était débattu dans la période? En quelle façon ça faisait l'objet d'une démarche intellectuelle dehors évidemment des conditions très strictes en lesquelles aucun débat était possible dans la Roumanie? On ne débattait pas. Vous savez, à Paris, le slogan « Il est interdit d'interdire » était possible, mais pas en Roumanie. On ne débattait pas. Cela, ce ne débattait pas. Je ne parle pas de débat public, parce que ça c'était évident, impossible, c'était pas possible en université, on disait des anecdotes, des banques. C'était l'unique, comme vous le savez très bien, l'unique échappatoire de cette société. Le mur comme sortie de secours. Puis je dirais quand même que le décret de Ceausescu n'a rien à voir avec l'image traditionnelle de la famille. Non, c'est un effet. Non, ça, il envisageait la natalité. Ah oui, évidemment. Il en avait besoin de sujets, pas de citoyens. À mon avis, le décret, on doit le comprendre dans le contexte stalinien.
car pour Staline aussi, ce qui comptait, c'était la mentalité et la puissance de l'État soviétique. Et pour Nicolae Ceausescu, le seul but était de faire accroître la proportion démographique et de faire de la Roumanie une sorte de puissance régionale. Et l'effet ultime de cette décision terrible fut la souffrance infligée aux femmes. Et je voudrais ajouter un point sur Elena Ceausescu. Elena Ceausescu a été promue en tant qu'académicienne et vice-président parce qu'elle était la femme du président et parce qu'elle était communiste. Et je voudrais vous donner un autre exemple d'une autre femme, Alice Voinescu, qui était une femme tout à fait remarquable, qui était professeure au conservatoire avant le communisme et qui a été récompensée par le régime communiste avec la détention et le domicile obligatoire. Et une autre femme exceptionnelle, Elisabeth Arisa, qui a été récompensée par le régime communiste avec de longues années de détention. Et une troisième femme tout à fait remarquable, Dunia Korna. Donc ce qui comptait pour le régime communiste, ce n'était pas le genre en tant que construct sociologique, c'était la fidélité et la loyauté envers le parti. Parce que toutes les femmes promues par les partis étaient des clones de Nicolae Ceausescu. Parce que Nicolae Ceausescu, c'était le centre, parce que le parti était le centre. Et étant donné le fait que le parti et Nicolae Ceausescu se confondaient, la loyauté envers le chef, le leader, était la seule garantie afin de promouvoir dans la société. Je suis d'accord, mais en même temps, si on regarde le début du régime communiste en Roumanie, oui, avec tous ces crimes, etc., il y avait quand même des femmes qui participaient. Je ne vais pas discuter parce que au fin du régime communiste de Roumanie, en effet, les femmes étaient complètement écartées. Mais si vous regardez l'image du comité central, il y avait des femmes, mais il y avait des femmes communistes. C'est ça la question fondamentale à mon avis. Parce que la seule valeur que le communisme a rejetée de début à fin, c'est l'idée de la dignité humaine. L'ironie, excuse-moi, je voulais dire que j'ajoutais une chose, peut-être, bon, elle est bien connue, mais c'est une ironie que pour la première fois, les femmes ont voté en Roumanie en 1946. Oui. Donc, tout le régime de l'avant-guerre, donc bourgeois, le régime bourgeois, comme on dit, oui, n'a pas réussi de donner une seule correction. La première fois qu'on a voté, on a donné le droit de vote aux femmes, c'était en 1939, quand il y avait des élections sur Charles II dans le contexte du régime autoritaire. Plébiscite. Non, 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 c'était oui, l'élection pour le Parlement, le soi-disant Parlement corporatiste de la Roumanie. Donc les régimes, avec un parti unique. Dans les régimes totalitaires, les dictatures, ont donné aux femmes le droit de vote. Bon, ça c'est une ironie de l'histoire. Je voulais ajouter quelque chose. Bon, absolument d'accord. Le fait que les femmes étaient communistes était important. Mais je voulais ajouter que la propagande officielle avait, en théorie ou formellement, cette idée de promouvoir les femmes, tovarășele femei, promovarea tovarășelor femei. Et en plus, c'était cette phrase avec femeia, mamă, așa, mama eroină, femeia, mamă, iubită, tovarășă de viață, etc. Și de luptă. Exact. Elena Ceausescu era tovarășa de viață și de luptă. Bon, donc, en théorie, il y avait ce discours de propagande officielle. Nous avons Lina Ciobanu, Alexandrina Găinușe, Suzana Grâdea, et toute cette Olivia Clătici, Aneta Spornic. Bon, donc les VIP du Parti communiste. Mais c'était d'un point de vue tout simplement de la propagande officielle. Je pense que l'effet de cette propagande à propos des femmes a été perfide. Les gens ont compris que c'est tout simplement une question de forme, que le caractère communiste, c'est ce qui compte, et ce caractère de gașcă, de clique. Donc,
un débat sur un vrai débat sur la relation entre les hommes. Si on lit la presse des années 60, 70, on trouve des reportages dans l'industrie, dans les coopératives agricoles de production, où il y avait des femmes qui, bon, des ingénieurs, mais c'était tout simplement de la propagande. C'était les femmes héroïnes, de plus en plus c'était les mères. Voilà, mais en réalité, ce que le national communiste de Ceausescu a fait, a été de maintenir vraiment la société patriarcale, archaïque, etc. Je veux ajouter encore quelque chose. Dans cette période de petite libéralisation à la fin des années 60, à Bucarest, dans les milieux urbains, on sentait ce contact avec l'Occident. On pouvait lire, on a traduit beaucoup de livres. On pouvait lire des journaux, on trouvait Le Monde au kiosque. C'était une révolution, parce que 10 ans auparavant, on pouvait voir des films français ou américains. On avait cette culture de masse, disons. On a fondé les troupes de rock. J'ai lu il y a quelques jours un livre sur l'histoire du rock roumain. C'était les années, mais c'était seulement dans ces milieux éduqués. Les étudiants chantaient dans une espèce de club, enfin le club de l'architecture qui est devenu presque une légende. Mais seulement à Bucarest, voilà, mais seulement à Bucarest et dans les milieux éduqués. Mais le reste du pays, c'était justement dans une situation pré-moderne. Bonsoir, oui. En 68, j'avais 11 ans. Je me souviens de 2 anecdotes que je veux partager avec vous. La première, c'est que à l'école, j'étais au CM2, donc juste avant d'entrer au collège, et que le premier signe d'agitation qu'on a remarqué, c'était que les instituteurs parlaient entre eux dans la cour de récréation et ne surveillaient plus les élèves. C'était, on trouvait ça bien. La deuxième chose, c'est à un moment donné, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on ne savait pas comment le nommer, et le CM2, c'est la dernière classe du primaire, et la directrice était la maîtresse du CM2. Et on a vu à un moment donné la porte s'ouvrir violemment. Tous les jeunes instits qui commençaient à avoir les cheveux longs envahir la classe, prendre la directrice pour la sortir et dire « Les enfants, vous rentrez chez vous ». Et bon, on était contents aussi, choqués mais assez contents. Et les vacances approchaient, et ma mère à l'époque, et la mère de beaucoup de mes camarades, ont envoyé leurs enfants soit dans le Massif central, soit du côté de Niort, puisque dans les Deux-Sèvres, parce que c'était là, dans les Ardennes, d'où je suis originaire, la frontière belge, c'était là que, après l'invasion allemande, les gens avaient été transférés. Et la peur de ma mère, j'ai encore les mots dans mes oreilles, c'est les chars russes ont débarqué. Donc c'était l'idée, c'était voilà, les communistes au pouvoir. J'ai eu la même réaction, mais là j'étais beaucoup plus vieux, en 81, avec l'arrivée de Mitterrand. On était dans des fantasmes. Voilà, c'était un choc. Et bon, j'avais pas tout à fait l'âge pour aller sur les barricades. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à l'époque. Enfin, je voulais partager ça avec vous. On a dit tout à l'heure que 1968 en Roumanie avait été un malentendu. Je crois qu'on en est tous convaincus. Est-ce que de ce malentendu n'est pas sorti d'une certaine façon la difficulté de la transition démocratique de 1989? Et est-ce qu'on ne peut pas pousser l'idée jusqu'à se demander si 1989 en Roumanie n'a pas été aussi un malentendu?
Qui prend le relais Oui, comme vous savez très bien, toute l'histoire se lit, les choses se relisent dans toute l'histoire. Il n'y a pas de phénomène indépendant dans l'histoire. Évidemment que ce malentendu de 68 a eu des grands effets. Il a renforcé, comme on l'a dit, le nationalisme, le communisme national, dont on l'appelle ici, le national-communisme. Il a renforcé la propagande du régime, dans un certain sens. Non pas dans un sens du communisme internationaliste, comme j'en dirais, mais dans le sens du communisme national qui se repliait dans l'histoire, soi-disant histoire de grands exploits de voïvodes, de princes romains du Moyen-Âge. Et ça a eu un grand effet sur une grande partie de la population qui, aux années 90, disons, donc après la chute du régime communiste, se trouvait encore piégé par cette propagande. On ne pouvait pas s'en passer, on ne pouvait pas s'en libérer. On croyait encore au mythe national, au mythe d'un pouvoir fort, d'un conducteur qui soit le seul qui dirige la politique du pays. Et les questions de démocratie, les questions d'avoir plusieurs opinions, la diversité d'opinions, des opinions, c'était une chose que une grande partie de la population ne comprenait pas. Et parfois, ne le comprennent même aujourd'hui, ne comprennent pas même aujourd'hui. Donc, oui, je crois que vous avez parfaitement raison. Et puis, il y a ces deux bouts de l'histoire humaine sont reliés. D'ailleurs, vous savez bien que Ceausescu a essayé de renouveler son grand effet, son pouvoir sur le peuple, décembre 89, lorsqu'il a parlé au 22 décembre, lorsqu'il a parlé, 21 décembre, lorsqu'il a parlé au peuple sur la place, mais l'effet a été désastreux. Mais quand même, l'influence de ce culte et de la façon d'interpréter l'histoire et la nation sont restées toujours vivantes, même aujourd'hui. Je voudrais vous partager une expérience. Hier, je regardais la télé, le poste national de télévision, et j'étais fasciné par un film que j'adore beaucoup, bien sûr. C'est une ironie, Michel le Brave. C'est le grand film de Serge Nicolescu. Et c'est un grand film, littéralement c'est un grand film, à point de vue de sa durée. Donc, pourquoi Michel le Brave et pourquoi Serge Nicolescu? Parce que la trajectoire de Serge Nicolescu est une trajectoire tout à fait exceptionnelle. Il a commencé à faire des films à la fin de la règne de Dej. Il a été promu au rang de directeur officiel du régime Ceausescu pour en finir en tant que sénateur élu sur Ion Iliescu sur le front du salut national. Et pourquoi ce choix de Serge Nicolescu? Parce que Serge Nicolescu incarne une vision sur la nation, une vision sur l'État. Et bien sûr, l'histoire, c'est l'État. Et le meilleur exemple, c'est son film consacré au maréchal Antonescu. Dans les années 90, il a réalisé un film, le titre roumain c'est Oglinda, Momentul adevărului, le moment de la vérité,
Et le script de ce film a été rédigé par Corneliu Vadim Tudor, si je ne me trompe pas. C'est ça le moment où on célèbre le maréchal Antonescu, qui est un criminel de guerre, bien sûr, mais on diabolise le roi Michel, qui est bien sûr l'ennemi. Et on diabolise aussi les partis soi-disant historiques, car l'expression parti historique, c'est une expression inventée par les communistes. La seule façon de le nommer, c'est de les appeler partis démocratiques, parce que le Parti national paysan, le Parti national libéral étaient seulement des partis démocratiques. En les nommant historiques, ça veut dire que le temps est venu de les jeter à la poubelle de l'histoire. On revient à l'importance des mots. La choix des mots est importante dans ce contexte. Et une question qui continue un peu la vôtre, c'est pourquoi les mêmes mots en 89 n'ont plus la même puissance qu'ils ont en 68? Qu'est-ce que c'est changé entre les deux? Est-ce que juste le contexte international, le fait qu'en 68, Ceausescu avait l'air d'être accepté par les Occidentaux, par les démocrates, et qu'en 89, il n'est plus? Ou il y a quelque chose d'autre? La crise, premièrement, je crois. La crise économique, la crise alimentaire, la disette, tout ça a eu un poids énorme. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose. C'est horizon, le contexte, il y a eu Gorbatchev, il y a eu beaucoup de choses. Premièrement, il faut le dire, c'était les souffrances de la population, on manquait de tout. Bon, c'était impossible. C'est ça. Non, je pense que la question est très bonne et je pense que oui. Les difficultés de la transition roumaine s'expliquent, entre autres, par ce parcours de l'apparente libéralisation des années 60 au communisme dur, nationaliste, et au culte de la personnalité, cas unique dans le communisme européen. Si je me rappelle bien, la première poésie et la première chanson où apparaît le nom de Ceausescu, pas le parti, bon, ça c'est banal, des poésies dédiées au parti communiste, c'est banal. Mais Ceausescu comme personne apparaît en 73, je pense 74. C'était la première chanson dédiée à Ceausescu, voilà. Donc, mai 68, l'invasion de la Tchécoslovaquie et son discours qui était bon en apparence. Ce discours a été, je pense, le début d'une stratégie qu'il a appliquée d'une manière très conséquente, très rigoureuse, qui a conduit à ce type de nationalisme des années 80. J'ai eu pendant, je vous ai très bien écouté, j'ai eu pendant votre débat, j'ai eu une sorte de révélation, je crois qu'intéressante. Vous vous souvenez que les mouvements de 68 de la Roumanie ont commencé au foyer des étudiants, qui ont commencé par de faire une sorte de manifestation pendant la fête de Noël, de 68. Et je me suis rappelé que le personnage maléfique qui a commencé à faire l'ordre, c'était M. Ion Iliescu, qui était à ce moment-là le président de la jeunesse communiste. Alors, voilà, j'ai eu la révélation, voilà le point commun, un des points communs, en regardant l'enchaînement des événements au cours des années, au cours des décennies, non,
nous rendons compte que nous avons la surprise de le revoir en 89. Ouais. Et puis, si on fait l'analyse de cette extraordinaire et bizarre et je sais, tragique boucle, non, nous allons nous rendre compte que c'est lui qui a commencé et c'est lui qui est le responsable de ce mouvement de tourner en rond. Hein? Parce que beaucoup de monde, à ce moment-ci, disent qu'ils sentent qu'on a tourné en rond. Pendant 28 ans, on a tourné en rond. Alors, je crois que nous avons ici une des plus tragiques situations dans laquelle se situe à un moment-ci l'Allemagne. Merci. C'est très bizarre. On a libéré les intellectuels de la période entre les deux guerres. Et c'est aussi le début de plusieurs mouvements culturels, comme par exemple les mouvements poétiques des années 70 ou 80, où on a laissé les étudiants à étudier beaucoup d'écrivains ou des intellectuels du monde. Matti Kalinescu dit dans un de ses livres qu'il a pu étudier tous les grands écrivains de la littérature mondiale pour sa thèse de doctorat. Et aussi, par exemple, pour moi, la plus grand mouvement culturel de cette période, c'est l'école de Paul Tillich, dont M. Cornet a fait partie. Et Plus tard, mais assez jeune à la période quand même. Ça fait partie de la période. Oui, oui. Et je pense que dès la moitié des années 60, la culture a pris une route indépendante de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Réponse assez brève. Oui, il est vrai. Bon, les prisonniers politiques ont été relâchés un peu plus tôt. Oui, 62, 63. Mais ce qui est important, c'est que les années 60 ont été, non pas seulement en Roumanie, mais partout, même en Union soviétique, ce qui est important, ont été une période de relative libéralisation. C'était à cette époque, même un peu plus auparavant, un peu plus avant, fin années 50. Donc ça a été un certain progrès vers la libéralisation et évidemment en Roumanie, il y a eu des mouvements littéraires, on a pu républier des auteurs de l'entre-deux-guerres, par exemple, dont on ne parlait plus. On a pu publier, par exemple, Blaga, on a pu publier Ion Barbu, Matei Caragiale, on a pu publier même un peu plus tard Eugène Ionesco, et pas mal d'autres. Donc, et ça continue un peu. Il est vrai qu'il y a eu les thèses de juillet dont je les évoquais, 71, lorsque Ceausescu, revenu de la Chine, de la Corée du Nord, s'est décidé de mettre un terme à toutes ces innovations, mais les choses ont continué un peu. Surtout dans certains journaux littéraires en Provence, où le contrôle du parti n'était pas si fort. Mais ça ne change. C'est ça que ça a été le malentendu ou le gros mensonge. Parce qu'on s'est fait des illusions. Il y a eu des écrivains, il y a eu des artistes
qui se sont vraiment inscrits au Parti communiste après les événements de août 68, en croyant sincèrement que le régime va s'améliorer. Ils ont été dupes et ont servi, ont légitimé de certaine façon ce régime. Donc ça a été, finalement, ça a été, le compte final a été négatif, je crois. Si vous faites une comparaison entre la Roumanie et l'Union soviétique, par exemple, ce qui manque en Roumanie, c'est le samizdat, c'est la littérature secrète. Et pourquoi cette absence du samizdat? À cause de cette très habile manipulation de la tradition des écrivains. Les écrivains étaient persuadés qu'ils pouvaient écrire librement. C'était tout à fait faux. Ils pouvaient écrire dans le degré de liberté octroyé par le parti. Et le meilleur exemple, c'est le mouvement onirique, centré autour de Leonid Dimov et des autres écrivains. Quand le mouvement a commencé à s'affirmer, il a été supprimé par le parti. Parce que les partis pouvaient accepter des individualités, mais pas une école. L'école de Peltinich était une école informelle. N'oublions pas que Konstantin Noïka était un marginal du point de vue social. Il n'était pas académicien, il n'était pas professeur. En ce qui concerne l'éducation universitaire, les intellectuels qui ont été relâchés des prisons n'ont pas pu se retrouver à nouveau réintégrés dans l'enseignement supérieur. Il y a des exceptions, comme Giurescu, le père, le grand historien, mais le prix, c'était d'écrire une histoire officielle de la Roumanie avec son fils. Donc, vous avez raison, l'essor est très grand et très visible. Nous devons beaucoup à cette grande génération d'après-guerre, mais ce qu'ils ont fait pas avec le communisme, mais contre le communisme. Parce que le communisme gardait une esthétique officielle. Même si le réalisme socialiste était relégué, il y avait une peinture officielle, il y avait une poésie officielle promue par le parti. Il y avait des écrivains authentiques, il y avait des écrivains qui écrivaient pour le parti. C'est ça la question. Si vous prenez le cas de Ion Dodou-Balan, aujourd'hui tout à fait oublié, c'était un pseudo-écrivain qui avait la tâche de manipuler la tradition. Par exemple, il a récupéré Aaron Cotrouche, qui était un poète de l'extrême droite d'entre-deux-guerres, excusez-moi, pour le reconfigurer en tant que patriote roumain. Goga, c'est la même chose. C'est Ion Dodou-Balan qui a fait ça avec Aaron Cotrouche et Octavien Goga. Parce que, comme dans un volte-face, Goga a cessé d'être l'homme politique de l'extrême droite, ce qui était, à vrai dire, pour devenir un grand patriote roumain, parce que le régime communiste avait la possibilité de manipuler. C'est vrai, ils ont republié les classiques, mais avec l'appui de la censure. Aujourd'hui, nous avons peu d'éditions critiques à cause de cette politique insidieuse et perfide de la censure. La censure qui n'existait pas. Un décret de Nicolas Ceausescu abolissait la censure. Officiellement, bien sûr. Je me permets d'évoquer ce qu'on a discuté avant de se présenter devant le public, où on évoquait cette différence entre la Roumanie de 68 et le résultat de l'invasion de Tchécoslovaquie en 68, qui créait toute une société civile parallèle, de gauche et de droite, mais libérale, avec des débats, avec des écoles, avec des institutions, qui a fonctionné. Une forme de samizdat de société. L'Union soviétique, c'était le cas. Et puis il existe. Ouais. Et c'est peut-être aussi en réponse à cette nature cyclique, parce qu'on manque un certain, presque habitude au niveau des sociétés. Je vais vous donner un exemple. Quand ils ont republié Gheorghe Brătianu, à la fin des années 80, ils ont oublié de mentionner les circonstances de sa mort. Pourquoi? Parce que Gheorghe Brătianu a été utile en vue de la tradition, mais pas nécessairement utile en tant qu'homme politique d'entre-deux-guerres. Et c'est ça la tragédie. On restituait une partie. Yorga était interdit, mais Yorga
j'ai relu un grand livre, entre guillemets, Nicolae Iorga contre le fascisme. La thèse principale, c'était comme ça, Nicolae Iorga était un grand ennemi du fascisme. En réalité, Nicolae Iorga était un grand admirateur de Mussolini, mais un ennemi de Hitler. Mais c'est tout à fait écarté par cette version officielle. Et n'oubliez pas que cette version officielle a été superimposée avec l'appui de la cinématographie, de la presse et des médias. Il y a un microphone qui arrive. Non, non, il y a à votre gauche. Mais... Bonsoir. Je pense que les noms sont très importants, l'histoire aussi, mais vous avez mentionné, M. Statomir, beaucoup de personnes, beaucoup de mauvaises personnes qui ont changé l'histoire de la Roumanie, mais on n'oublie pas aussi des noms comme Ionescu ou Cioran ou Volia Vintil ou peut-être Mikhail Chora, qui a connu une expérience communiste en France. Donc il faut, si on commence l'histoire au complet, il faut mentionner tous les noms. Parce que l'histoire, c'est assez compliqué, parce que les intellectuels, les gens communs ont vécu la même histoire. Pourquoi on ne mentionne pas tous les noms de la liste? Pourquoi? Je ne comprends pas. Qui doit les mentionner? Monsieur André, c'est la réalité. Peut-être, par exemple, je donne l'exemple, votre père, non? Donc, il y a beaucoup d'autres personnes. C'est l'université, c'est l'histoire de l'université de ces années, de 50, de 60. Mais c'est aussi votre père. Donc, il faut dire toute la liste. Parce que la liste, ce n'est pas... il faut rire encore, mais... Non? Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui interdit cette liste? Si vous avez... Mais non, il faut dire tous les noms. Mais il faut dire tous les noms. Excusez-moi, si vous avez des données, qu'on les apprenne. Mais c'est clair, donc c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas la vérité qu'on nomme. Parce que si nous disons, parce que si vous dites quelque chose, ce n'est pas toujours la vérité, c'est une vérité. Mais il faut dire tous les noms. L'expérience de Noïka, pourquoi il a inventé le Peltinich. Mais pourquoi? Tous les noms, s'il vous plaît. Merci. Vous avez raison. Mais je veux ajouter que il ne s'agit pas de liste, selon moi. Si nous, ici, on donne des exemples, c'est une chose. Mais personne ici ne... C'est un choix, mais... Oui, mais personne ici n'a pas dit qu'il dit la vérité, toute la vérité, l'unique vérité. Le Parti communiste travaillait avec des listes, ça c'est vrai. Par exemple, les écrivains qui allaient à l'étranger étaient mis sur la liste des auteurs interdits. Selon moi, maintenant, nous sommes libres à avoir, à croire chacun ce qu'il veut. Et je pense que nous devons découvrir de nouveau l'individu et la valeur de l'individu. En plus, ce qui me manque en tant que lecteur, c'est pas l'histoire du communisme, mais plusieurs histoires du communisme. Nous avons besoin, par exemple, je pense, d'une histoire culturelle du communisme. Pas seulement des faits de Ceausescu et de l'histoire du Parti communiste et des décisions politiques et des relations avec l'Union soviétique, etc. Nous avons besoin d'un tas de choses en ce qui concerne notre passé récent. Nous ne connaissons pas encore les documents importants pour cette époque. Donc, le problème de la liste est le dernier des problèmes, selon moi.
quand même, je ne suis pas l'adepte des listes. On a connu une période avec des listes. Le nazisme aussi a travaillé avec des listes et des collectivités. C'était important d'être mis sur la bonne liste et pas sur l'autre liste. C'était une question de vie et de mort. Donc, je n'aime pas les listes. Si j'ai bien compris, vous m'avez accusé d'omettre certains noms. Mais ce n'est pas mon intention de faire des listes comme le professeur Vasilescu l'a bien compris. Mais si vous avez mentionné le nom de Vintil Horia, c'est un nom très bien connu. C'est un grand intellectuel lié à l'extrême droite entre deux guerres. Oui, il était le proche collaborateur de Kiefer Kreinig. Donc c'est une partie de son biographie qu'on doit mentionner aussi, parce que vous avez mentionné des noms. Et c'est une autre histoire assez compliquée, l'histoire de l'interaction entre le régime communiste et l'exil roumain. Et on pourrait utiliser l'exil au pluriel, car il y avait plusieurs exils roumains. Il y avait l'exil de l'extrême droite, peuplé par des gardistes et des antonassiens. Il y avait l'exil monarchique. Et il y avait un autre exil, principalement culturel. Et l'échec de cet exil à se coaguler, c'est une tragédie humaine qu'on doit examiner avec lucidité. On a failli avoir un exil unifié et une voix unifiée de la Roumanie. Ça, c'est une tragédie. Si vous regardez l'histoire du Comité national roumain, qui a connu un essor et après cela un fin sans gloire, c'est sans doute une histoire tragique de la Roumanie. Nous avons vu le départ de roi Michel. Le roi Michel, c'est partie de cette histoire. Et nous devons écrire dans le futur une vraie histoire de l'exil avec ses pénombres. Je n'ose dire pas des ombres, mais beaucoup de pénombres. Merci. J'ai une question qui serait plus particulièrement pour M. Stanimir. Pensez-vous qu'il y a quelque chose dans la rhétorique du PCD anti-multinational qui soit, disons, qui fasse partie de l'héritage tchaouchiste de ce national-communisme et qui ne soit pas comparable au mouvement que l'on observe en Pologne ou en Hongrie? Donc quelque chose qui soit vraiment de spécifique et qui soit une conséquence du national-communisme roumain. Vladimir Tismananu a nommé l'ère de le règne de Nicolae Ceausescu, le stalinisme pour l'éternité. Et ceux qui ont bâti le Front du Salut National étaient les héritiers de Nicolae Ceausescu. Il y a dans le Parti social-démocrate une dimension, je dirais, réformatrice, mais aussi une direction très proche du parti de la Grande Roumanie, le parti de Corneliu Vadim Tudor. Et si on regarde de proche, comme vous avez souligné, l'idéologie qui est en Roumanie, c'est une formule pas très originelle, parce que tous les communistes ont accusé le capitalisme d'avoir pillé. C'est une opinion partagée par l'extrême droite et par l'extrême gauche. Tous les radicaux ont accusé le capitalisme. Le capitalisme est le bouc émissaire idéal, principalement dans les pays qui n'ont pas l'expérience de gérer de manière transparente leur politique. Et le PCD invoque ce bouc émissaire pour justifier, par exemple, l'absence d'un programme de gouvernement réel. Il y a d'autres hommes politiques comme roumains qui le font. Mais la question était liée au PSD, et si je ne me trompe pas, le PSD est au pouvoir. Donc s'il y a dans les rangs des libéraux des ex-Ceausescu, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas l'idéologie libérale, dans le sens large du terme, mais le PSD, si je ne me trompe pas, c'est au pouvoir, et c'est le PSD qui est responsable pour appliquer le programme de gouvernement, pas l'opposition. Une dernière question. Verrez la salle parce qu'il y a une projection. Mais je vous promets que pour la nuit des idées de janvier 2019, on essaiera de faire une vraie nuit
pour que les débats durent autant jusqu'à plus soif. 2019 qui célébrera certainement, on ne connaît pas le thème encore, mais il est à parier qu'on parlera des 30 ans de la chute du mur. Donc on va se retrouver en nombre le plus important possible pour traiter ce sujet. Merci d'avoir accepté le jeu de parler français. Je vous donne rendez-vous à tous pour continuer à parler de mai 68 au mois de mars avec le festival One World Romania qui aura une section mai 68. Il y aura également un spectacle qui s'appelle L'avenir dure longtemps sur le journal d'Althusser, donc redébat mai 68. Et je ne résiste pas au plaisir et mon petit plaisir de vous raconter une banque, puisque vous avez cité tout à l'heure cette capacité populaire de faire des débats politiques en raccourci, en concentré. Les débats n'étaient pas autorisés. On a parlé de l'invasion de la Tchécoslovaquie, donc souvenir de banques authentiques. Sur les bords d'une rivière en Tchécoslovaquie, un pêcheur, un paysan pêchait tranquillement. Et il pêche un petit poisson merveilleux. Le petit poisson merveilleux demande au pêcheur, si tu me lâches dans la rivière, je te promets d'accomplir 3 de tes vœux. Je raccourcis l'histoire. Premier vœu, que la Chine envahisse la Tchécoslovaquie. D'accord. Deuxième vœu, que la Chine envahisse la Tchécoslovaquie une deuxième fois. Troisième fois, dit le petit poisson, attention, c'est ton troisième vœu. Est-ce que tu veux pas d'argent? Est-ce que tu veux pas une maison? Est-ce que tu veux pas des merveilles? Non, je voudrais que la Chine envahisse une troisième fois la Tchécoslovaquie. Le petit poisson accède et il dit ok, à une condition, tu me dis pourquoi. Ben, c'est simple. Pour envahir la Tchécoslovaquie, la Chine devra piétiner 6 fois l'Union soviétique. Merci beaucoup. Merci à